Bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 169. Aujourd'hui donc on va parler d'indépendance, de comment créer donc une activité en tant qu'indépendant. Je te propose donc 3 activités qui sont assez simples à créer. Il faut bien sûr avoir certaines compétences, mais il n'y a pas besoin donc de beaucoup de capital. Et donc si tu as la chance donc d'avoir aussi ces compétences naturellement, donc ça va être plus simple pour toi. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc Systeme.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux. Donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça donc j'ai mis un partenariat en place avec donc Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc systeme.io/THE. Donc systeme.io/THE. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, donc j'ai actuellement donc 3 invités qui sont passés donc cette année l'année dernière. Je vais donc te faire un mix donc ces 3 épisodes et donc te proposer donc de bien écouter et de choisir peut-être l'activité si tu cherches toujours à devenir indépendant, créer ta société. Peut-être choisir ce qu'eux te proposent. Après donc ils ont des livres et des formations et puis voir si ça peut coller donc à ton tempérament, à ton caractère et aux compétences que tu as. Donc je te dis à tout de suite avec mes 3 invités. Il faut qu'on apprenne nous-mêmes, parce qu'en tout cas c'est naturel, hein. Logiquement les mots on sait parler, on sait peut-être pas tous écrire comme toi. Eh ben ça tu vois c'est que c'est pas partagé par tout le monde. Je te laisse reprendre. J'allais y venir alors. C'est quoi les techniques pour devenir un meilleur j'allais dire gros hacker, non, copywriter et qu'on passe par nous-mêmes. Et avant ça, comme moi c'est un truc qui m'a fait péter de rire, redonne-moi la phrase que tu parles dans ton livre de Stuart Anderson Breen s'il te plaît, pour que les gens comprennent ce que tu vas dire. Ah, par rapport à la séduction et au clin d'œil dans le noir. Tout à fait. Celle-là, elle est vraiment très très bien. En gros, quand vous avez un business, ce monsieur qui est un académique qui a écrit cette superbe analogie, je trouve que c'est une comparaison qui est vraiment très très drôle, c'est avoir un business et ne pas faire de publicité, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Il n'y a que vous qui savez ce que vous faites. D'accord ? Il n'y a que vous qui savez ce que vous faites. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en 2009 quand j'ai lancé mon avec les gens que je croisais, mais ça n'arrivait pas aux oreilles du grand public. Pourquoi ? Parce que je ne faisais pas de publicité. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas faire, parce que je m'étais jamais penché dessus, parce que je ne maîtrisais pas encore les outils pour faire de la pub en ligne. Et c'est en ça que le copywriting est tellement puissant, c'est que parmi tous les indépendants que je rencontre et pour qui j'écris, il y en a beaucoup qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui sont vraiment très très bons. Et quand ils trouvent des clients, les clients sont vraiment satisfaits, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'ils réussissent à trouver un client de temps à autre. Ils me disent parfois, lui, je l'ai trouvé par chance, vraiment. L'objectif du copywriting, c'est de vous aider à écrire un site internet, des pages de vente et à créer tout un entonnoir de vente suffisamment puissant pour que les clients viennent à vous. Alors, le mot que les Américains aiment beaucoup, c'est de manière prédictible et régulière pour scaler votre business. Voilà, c'est un peu ça l'objectif, c'est que quand tu fais de la pub, normalement, tu arrives à maîtriser ta croissance et les clients ne te trouvent plus par pur hasard ou « oh là là, je sais pas comment il m'a trouvé, c'est trop cool ». Ouais, donc le but, c'est de maîtriser, en fin de compte, son relais de croissance, on va dire. C'est exactement ça, c'est de mettre en place en fait tout cet entonnoir, vraiment toutes ces étapes, c'est-à-dire de la conquête du prospect. Quel lead magnet tu vas offrir, quel e-book gratuit, quel livre blanc, est-ce que tu vas faire une consultation gratuite d'1 demi-heure et derrière vendre du coaching high ticket, est-ce que tu vas refaire complètement ta vitrine. En ce moment là je suis en train de rebosser pour un client sur tout son site vitrine parce que ça donne pas assez envie, tu vois, c'est trop de jargon professionnel. Moi l'objectif c'est de rendre ça plus conversationnel. Quand on parle de copywriting et d'écriture, on parle vraiment de conversationnel. Et par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est qu'on a tous les mots. Eh ben non.
Eh ben non, on n'a pas tous les mots parce que on fonctionne pas tous de la même manière. C'est-à-dire que, allez, je prends un exemple. Depuis que je suis gamin, je lis énormément de livres parce que j'aime ça, tu vois, être dans des univers merveilleux, me lire Tolkien ou Harry Potter, mais c'est des expériences géniales. Alors que pour certains de mes anciens colocs qui aujourd'hui sont directeurs financiers de grands groupes ou directeurs des achats, chaque fois que je leur parle de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux, ils me disent mais arrête avec tes trucs de puceau, tu vois. Ce sont des univers dans lesquels ils ne sont pas rentrés. Du coup, l'accès au langage, la lecture, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent des chiffres, ils veulent des résultats, ils veulent une ligne sur un compte en banque. Ce qui fait que au moment de présenter une offre, eh ben, on n'a pas tous les mêmes mots. Et un copywriter, normalement, c'est quelqu'un qui écrit et qui lit beaucoup, qui s'inspire beaucoup, qui regarde évidemment Ouais, ce mais que alors fait là, la là, concurrence, beaucoup, qui s'inspire beaucoup, qui regarde évidemment ouais, ce mais que alors fait la là, concurrence. Dis-moi. je comprends ce que tu veux dire. Mais là, en fait, t'es en train de nous vendre le copywriter, mais toi, dans ton livre, et ce que tu dis, et pourquoi je te repose la question, et je te dis qu'on a tous des mots, parce qu'on a tous aussi une spécificité par rapport à son métier. On a tous, donc, en plus, tu le dis, tu mets un tableau en fin je crois que c'est le dernier chapitre, où tu montres l'avantage de son propre copywriter, c'est qu'on connaît, on a l'expertise du métier, entre parenthèses. Exactement. Mais, et comme la question, et comme c'est une bonne partie de ton livre, c'est que comment nous-mêmes on peut devenir copywriter. Bien sûr, comme tu dis, il faut aimer les mots, il faut avoir du vocabulaire et autres. Parce que, et aussi, ce que j'ai pas précisé, je l'ai dit dans d'autres épisodes, parce que c'est vrai que j'ai interviewé beaucoup de freelances, et c'est vrai que les freelances, en général, les mieux payés, et même en ligne, quand on veut faire gagner beaucoup d'argent, c'est être copywriter. Et donc, c'est pour ça, en fin de compte, que j'ai reposé la question, c'est que certains n'ont pas les moyens de passer par un copywriter, et c'est même hors budget pour eux. Donc, comment toi, tu leur fais devenir, en plus de un peu de tes compétences, et réussir à se débrouiller comme des grands? Ben alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce soit sur mon site, dans le livre, les formations ou partout ailleurs, hein. Aujourd'hui, tu vas sur le web et tu tapes comment écrire une page de vente, tu vas forcément tomber sur un gars, une fille qui a écrit un super article sur quels arguments écrire, comment les enchaîner et quels exemples. On va t'apprendre à écrire un lead. Donc, alors, tu commences déjà par le titre, puis un lead, une petite histoire dès l'intro pour capter l'attention. Puis, tu as les questions de qualification. Puis, tu as, tous les arguments. Je vais pas redétailler tout ça là maintenant, mais quelqu'un qui n'aime pas écrire, quelqu'un qui n'a pas le temps d'écrire, mais quelqu'un qui est expert dans son domaine, il peut faire son copywriting parce qu'au fond, le copywriting, c'est juste, ok, mon client, mon prospect, mon client idéal, il a des douleurs, il a des frustrations. Aujourd'hui, on parle aussi, un nouveau mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, on parle des irritants. Voilà, un nouveau mot, irritant marketing, c'est tout ce que toi, tu peux venir résoudre avec ton produit. Donc, dès le début, dans le copywriting, on est là pour rappeler toutes les douleurs du lecteur, du client potentiel. Comme ça filtre. C'est un peu, c'est vraiment, ça agit comme un filtre. Si tu te reconnais dans les questions qui ont été posées dès le début de la page de vente, tu vas lire la suite. Allez, là, tu vois, je suis en train d'enregistrer avec toi, c'est super cool. Je regarde mon jardin, là, j'ai une nouvelle maison, j'ai un jardin. Je vois l'herbe qui pousse n'importe comment. Eh ben, figure-toi que si je tombais sur une page de vente, vous aimeriez avoir un jardin bien entretenu, vous en avez marre d'avoir des cailloux qui ressemblent à rien dans votre jardin, vous aimeriez bien que vos parents, vos potes, vos voisins disent que vous avez la main verte. Dans ce cas-là, écoutez-moi pendant les 30 secondes qui suivent. Tu vois, ça c'est la phase de qualification. Et en fait, toutes ces phases-là, je les résume dans la superstructure. Donc c'est vraiment un enchaînement de blocs de texte dans lequel vous allez mettre tous ces arguments de vente et toutes ces techniques de persuasion, toutes ces techniques d'influence, parce que personne d'autre que vous ne connaît votre produit mieux que vous. Vous êtes, en tant que freelance, les personnes qui connaissaient le mieux votre produit. Donc, l'idée, c'est vraiment pour devenir copywriter, d'écrire bloc par bloc. Au début, vous allez commencer, peut-être que ça manquera de style, ok, peut-être que votre intro, elle manquera de style, peut-être que les questions que vous posez à vos clients, elles sont un peu trop brutes, peut-être que la manière dont vous allez annoncer le prix à la fin de la page de vente, c'est un peu trop hardcore, trop direct, je ne sais pas, peut-être que ça manque de bonus. Mais tout ça, progressivement, quand vous allez vous intéresser au copywriting, vous allez vous rendre compte que vous pouvez améliorer votre offre. Et c'est ça qui est
très fort en fait dans le copywriting, c'est que oui, tu apprends le copywriting, oui, tu apprends l'agencement des arguments, oui, tu apprends un peu de style et tu apprends à bien formuler tes phrases pour qu'elles soient percutantes, pour qu'elles soient impactantes, pour que, tu sais, il y a un mot que j'aime pas trop, mais que je vois souvent, c'est des phrases hypnotisantes, genre vraiment comme si le prospect en face c'était un débile. Pas du tout. Le but du jeu, on n'est pas là pour faire de la vente forcée. On n'est pas là pour vendre à des gens faibles d'esprit. C'est pas ça du tout l'objectif du copywriting. C'est au contraire de mettre en avant l'offre la plus forte possible, de la rédiger du mieux qu'on peut la rédiger pour vraiment donner envie à la personne qui en a besoin. Et c'est pour ça, tu vois, encore une fois, que, à mon sens, ça fait une vraie différence par rapport au growth hacker, qui parfois peut se dire bon allez on y va, on attaque dans tous les sens et on va peut-être arroser des personnes qui n'ont pas besoin d'être touchées. Tu vois, je pense que le copywriter, il y a un peu plus de ciblage et de filtrage. C'est plus psychologique et plus fin. Mais ça, en fait, ça me pose deux questions. Bon, malheureusement, elles sont pas liées. Donc, je vais te laisser te débrouiller. Donc, une ça m'a fait penser à Russell Brunson pendant que tu parlais. Est-ce que donc, quand on n'est pas un bon copywriter, quand on dit simplement prendre, parce qu'en moi, actuellement, c'est ce qui m'arrive, on va prendre la personne qui fait la plus grosse part de marché sur notre domaine, on va étudier ce qu'il fait et on va juste, comme il dit, reverse engineering. Donc, on va hacher le produit chez lui, on va voir comment tout marche. On va voir comment il gère sur ses réseaux sociaux et on va tout simplement prendre les mots en modifiant, bien sûr, on va pas copier, on va émuler et voir ce qu'ils font. Donc si eux ça marche et qu'on est dans la même niche et faire du copywriting en partant de cette base-là, parce que c'est une bêtise. Et si on n'aime pas écrire, donc excuse-moi je pose des questions, on fait en fait ce qu'on appelle les vidéos de vente. Ça revient du copywriting. Alors qu'on n'écrit pas trop, on écrit un petit peu et on fait une belle vidéo. Est-ce que ça marche aussi? Au sujet de la vidéo de vente, c'est pas évident, tu sais, de la faire en impro. J'en vois certains qui ont des petits talking points, donc des points de discours, des éléments de langage, on va dire, tu vois. Le problème, c'est qu'une vidéo de vente, si tu veux vraiment qu'elle soit percutante, si tu veux vraiment que ton viewer, ton spectateur, il soit riche, que chaque mot soit pensé, il faut que tout le storytelling soit très très clair. Et il faut le captiver. Dans tous les cas, il faut quand même prendre une base à l'écrit. C'est pas de l'impro. Il faut d'abord écrire et ensuite le transférer en vidéo. C'est ça. Ou alors, il faut être sacrément balèze pour pouvoir enchaîner une bonne vidéo de vente sans regarder un prompteur, sans regarder un texte. Nous, généralement, tu vois, pendant 10 ans sur Art de séduire, alors la plus grosse vidéo de vente que j'ai tournée pour Art de séduire, pas pour mes autres clients, pour Art de séduire, elle dure 42 minutes. Mais j'ai vraiment cru que j'étais à Hollywood, tu vois. C'est-à-dire que ça mélangeait vraiment, il y avait du storytelling, il y avait des photos, il y avait des vidéos, il y avait des graphiques, j'étais face caméra, il y avait des moments où c'était un PowerPoint qui défilait. Enfin, c'était vraiment un casse-tête. Ça a été mon lancement le plus complexe, clairement, mais c'était très très chouette à faire. Donc, je ne pense pas vraiment, par rapport à ta question, si on n'aime pas écrire, est-ce que c'est plus simple une vidéo de vente? Je pense pas que ce soit plus simple parce que tu es quand même obligé de choisir les mots que tu vas dire. Tu vois, un journal télévisé ou Nikos Aliagas, tout est écrit sur prompteur. Ça n'existe pas improvisé. Enfin, oui, tu as des petits moments d'impro en télévision, mais là, on fait de la vente, tu vois. Et c'est exactement comme les scripts que possèdent les vendeurs à distance, toutes les personnes qui vous démarchent le midi ou le soir, 18, 19, 20 heures, pour vous vendre du Direct Énergie, Total Énergie, pour vous vendre des trucs pour votre maison. Les scripts, tout est déjà écrit devant eux et ils avancent. Si vous avez lu... Comme les acteurs, quoi. En fin de compte, il faut toujours avoir un script. Mais c'est exactement ça, tu vois. C'est vraiment, en fait, écoute, il me dit A, je vais lui lire la ligne suivante. Mais s'il me dit B, je vais plutôt lui lire cette ligne-là. Et tout ça, la notion même de script de vente, la dernière fois que j'ai lu un bouquin qui m'a fait marrer sur le sujet, c'était The Way of the Wolf. En français, c'est Jordan Belfort, c'est le loup de Wall Street, c'est vendre ma méthode pour vendre, je sais plus, c'est Jordan Belfort, et lui il explique bien comment tu utilises les mots, et il en parle du script de vente. C'est ultra important et il n'y a rien qui ressemble plus au copywriting que la vente, le porte-à-porte ou le phoning, quand tu appelles tes clients au téléphone vraiment pour gérer les objections. Moi, ce que j'ai appris en 10 ans de copywriting, il y a une citation que j'aime bien
C'est John Caples, un des patrons du copywriting dans les années 50-60 aux États-Unis. Il disait en gros, notre job de copywriter, il se rapproche beaucoup du vendeur de porte-à-porte et du comique, de l'humoriste qui fait son one-man show tous les soirs sur scène. Mais ces deux gars-là, l'avantage qu'ils ont sur nous copywriters, c'est qu'ils ont le langage corporel en face d'eux. Ils ont la réaction des clients. Ils ont les mots des clients. Ils ont les objections en direct. Donc, ils peuvent réagir et adapter. Un comique qui fait une vanne foireuse un soir, il va tenter d'y remédier le lendemain. Tu vois, là, au moment où on enregistre, je sais pas si tu es familier avec le spectacle des Enfoirés, par exemple. Si. Ok. Les Enfoirés, typiquement, cette année, ils se sont fait éclater partout sur les réseaux sociaux, partout en disant que leur spectacle était pas drôle, que leur vanne n'était pas drôle. Il y a quelque chose là derrière de l'ordre du copywriting, c'est que d'habitude, les Enfoirés, ils ont un public. Ils font le spectacle pendant toute une semaine et ils enregistrent le jour 6 et le jour 7 pour l'émission de télé. Là, cette année, c'était sans public, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu les réactions des 4-5 premiers jours. Et généralement, lors des 4-5 premiers jours, ils réécrivent les vannes s'ils sentent que c'est pas assez drôle. C'est exactement comme quand tu regardes des documentaires en ligne, ça existe sur comment les scénaristes de Friends, la série, ils bossaient. Ils tournent le truc, ils sont sur le plateau et tu as l'équipe de 6-7 scénaristes. Ils regardent le tournage et si pendant le tournage, la vanne, elle les fait pas rire. S'ils sentent que ça tombe à plat, directement, ils font une pause de 20 minutes pour réécrire cette scène et ils la font retester directement par les acteurs. Et ça, vraiment, tu vois, c'est ça qui est intéressant par les acteurs. Et ça, vraiment, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'humoriste ou le vendeur en porte-à-porte, il peut obtenir une réaction et s'adapter directement. Nous, copywriters, en fait, c'est un dialogue silencieux que nous devons penser en amont. Votre page de vente, vos mails de vente, tout ce que vous écrivez, vous devez de manière préventive. Tu vois un peu le super concept de frappe préventive dans l'armée américaine. C'est un peu ça. C'est tous les arguments qu'on va donner dans une page de vente, c'est un peu de la prévention pour parer aux objections. Tu vois, ah tiens, il risque de dire que c'est trop cher. Ok, j'ai tout mon bloc texte pour expliquer la valeur du produit. Ah, mais peut-être qu'il n'a pas confiance en moi, il ne me connaît pas. Tiens, il y a tout le bloc texte, autorité, qui suis-je, qui est notre société. Tu vois, et tout le copywriting, ça sert à ça, à faire baisser le niveau de méfiance, à augmenter le niveau de confiance du prospect. Tout ce qu'on fait, c'est pour obtenir la confiance de notre prospect et qu'il comprenne que 1. Nous sommes les experts, 2. Que notre produit va transformer leur vie, va révolutionner leur vie, va améliorer leur vie. D'où l'importance des preuves sociales et témoignages peut-être dans les C'est quoi la compétence d'un coach? Comment on devient coach? C'est comment on peut même se dire soi-même. La personne qui va même, après une heure après t'avoir écouté, voilà, mais en fait, je peux le faire moi aussi. Effectivement, il y a déjà beaucoup de formes de coaching différentes. Tout ça est plus ou moins encadré. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un diplôme officiel pour pouvoir utiliser le titre de coach, contrairement à d'autres professions. Donc, a priori, tout le monde peut devenir coach. Après, je pense que c'est comme dans beaucoup de métiers, la différence, elle se fait très naturellement par les clients qui vont obtenir des résultats ou pas, et ça permettra de distinguer le coach qui est plutôt performant de celui qui ne l'est pas. Ce qui est important, à mon sens, c'est déjà d'avoir vraiment cette passion, cette vocation d'accompagner l'autre, de l'aider à trouver ses propres ressources en lui-même. Donc l'expérience personnelle, elle n'est pas indispensable, ça sera en revanche un vrai plus pour accompagner la personne sur le chemin qu'elle est en train de traverser en lui disant moi j'ai déjà traversé ce chemin et ce que tu es en train de vivre c'est normal. Ça a un côté très rassurant. Donc l'expérience de vie peut être un véritable atout. C'est pas forcément le seul critère parce qu'il faut bien commencer un jour de toute façon. Et moi j'ai grande confiance dans le fait qu'en général on attire les clients qui nous ressemblent et qui ont besoin de ce qu'on peut leur apporter. Donc des jeunes coachs qui sont jeunes en âge surtout vont probablement attirer des gens qui vont chercher un style de coaching qui correspond à ce que cette personne peut apporter. Des personnes qui seront plus avancées sur leur chemin
chemin de vie ou sur leur chemin professionnel. Elles vont aller chercher des personnes qui incarnent une certaine expérience qu'elles voudraient incarner elles-mêmes par la suite. Tu parlais donc de différentes formes de coaching. Tu peux les détailler ? Différentes formes de coaching, surtout en fonction du public auquel elles s'adressent. On va avoir des coachs pour entrepreneurs, des business coachs. On peut avoir des coachs de vie, on peut avoir des coachs santé, on peut avoir des coachs sportifs, on peut avoir des coachs mentaux, des préparateurs mentaux dans le domaine de la compétition sportive en particulier. Et puis après, des coachs, ça peut se décliner à tous les domaines de la vie. Des coachs en perte de poids, des coachs pour arrêter de fumer, des coachs pour avoir des meilleurs résultats dans son entreprise, des coachs en marketing, des coachs en visibilité, en prise de parole. Tout est possible et c'est là où avoir une spécialité, une spécificité, ce qu'on appelle un positionnement en marketing, est vraiment très important si on veut sortir de la masse et vraiment s'adresser à des clients qui vont se reconnaître dans notre message. C'est comme ça qu'on peut les attirer. Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que là, je suis bien content parce que tu as bien détaillé les différents types de coaching. Bon, tout le monde les connaît, mais j'ai peut-être pas mis précisément ça, mais il y a quand même des gens, alors c'est un peu étrange, pourtant il y en a que 2-3 qui sont connus, mais je ne vais pas dire leur nom, qui font plusieurs types de coaching. Donc comment ça se fait qu'on peut faire du coaching sentimental, on va dire amoureux, et en même temps faire du développement personnel classique. On fait des conférences, des séminaires, qui sont, là je parle de gens très connus, peut-être que les gens, pendant que je parle, l'ont en tête, en France, il y a même canadiens, et qui font du coaching de relations, qui font aussi du coaching d'entrepreneuriat, et qui mélangent 2-3 coachings. Est-ce que ça, c'est un bon positionnement ? Bon, je te dis pas de juger, hein, mais est-ce que c'est normal, ou c'est juste parce qu'on est tellement fort en tant que coaching qu'on peut se permettre de faire ça, de s'aligner, parce que tu parles un peu de ça, on va en parler après, de ce qu'on veut faire et comment on est aligné par rapport à ce qu'on veut faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est naturel, ou c'est juste parce qu'on est bon en coach, on peut tout faire, entre parenthèses ? Je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement avec le temps. Parce que pour commencer, on a envie d'aider tout le monde et de parler à tout le monde, et c'est comme ça qu'on finit par parler à personne. Donc se positionner et avoir un positionnement qui est très clair pour se démarquer de la concurrence, pour commencer, ça me paraît indispensable. Après, avec l'expérience, on développe véritablement une image de marque personnelle, c'est du personal branding, et les gens ne viennent plus forcément chercher une solution à leurs problèmes, mais ils viennent chercher l'accompagnement de telle personne. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de diversifier son activité en fonction de nos centres d'intérêt, parce que c'est assez rare qu'on ait qu'un seul centre d'intérêt. Donc la difficulté, elle consiste à choisir celui dans lequel on va s'épanouir au début. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé et qu'on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, il est possible de se diversifier et de construire une gamme d'offres, une gamme de produits autour de sa propre personne. Donc je pense que c'est comme ça que c'est possible que ces coachs-là soient à la fois des business coachs, des love coachs et life coachs, pourquoi pas, en même temps parce qu'ils ont développé une image très forte autour de leur personne. Et ça s'est fait parce qu'ils ont commencé par choisir une niche, donc se positionner. Oui, donc il faut donc d'abord bien commencer par une niche et ensuite se développer, si surtout qu'il y a peut-être une demande et si on a bien sûr les compétences. Absolument, surtout si on veut développer ce type d'activité qui est lié vraiment à la notoriété de son dirigeant. Quelle est la limite entre le coach et le... Bon, ça va peut-être paraître question comme bizarre, mais comme le coach et le gourou? Entre le coach et le gourou. Alors gourou, j'aime bien ce mot parce que c'est un mot qui est très galvaudé. On a perdu un peu son sens. Mais littéralement, moi je pratique beaucoup de yoga depuis longtemps, donc tous ces enseignements, je les ai pas mal étudiés. Le gourou, goût et roux, c'est ombre et lumière. Donc le gourou, c'est celui qui t'aide à mettre de la lumière sur l'ombre. Et à ce niveau-là, je vois pas bien la différence avec le coach. Simplement, il y en a un qui va peut-être plus tenir des discours et des enseignements pour t'accompagner dans ces prises de conscience. Ça va plutôt être le rôle du gourou. Alors que le coach, il va plutôt t'amener à te poser des questions pour déduire ses propres enseignements par toi-même. C'est pour moi la différence fondamentale, c'est juste que l'approche, elle est soit par le questionnement, soit par l'enseignement métaphorique souvent. D'accord. Bon, là, je t'ai posé plein de questions. Comme je t'ai dit, je suis un peu curieux. Je vais rentrer donc plus dans ton livre. Donc, on a pris une décision de devenir coach. Ouais. On s'est fait aider ou on l'a fait tout seul. Je ne sais pas si ça s'est fait tout seul. Même si moi, quand je t'ai dit, on m'a conseillé de le faire et j'avais pas vraiment l'expérience. Enfin, pas l'expérience.
peut-être parce que je le sentais pas. Et donc, comment on fait pour se vendre? Moi, pour tout te dire, la personne qui m'a dit ça, c'était la personne qui devait être mon coach, m'a dit, envoie un mail à ta liste et c'est parti. Je fais, ok, c'est comme ça. Je fixe pas un prix, je me positionne pas, je forme, je coach sur quoi, parce que bon, ma palette est un peu large, je fais de l'affiliation, j'ai bien sûr créé plusieurs boîtes, mais voilà. Donc, c'était pas clair pour moi. Ça me paraissait logique, moi, ça me paraissait pas clair. Je me disais, mais je fais quoi, je propose quoi, voilà. C'est pas que j'avais le syndrome de l'imposteur, hein. C'est que c'était pas dans mon esprit de devenir coach, quoi. C'est pas mon truc, quoi. Oui, ce qu'on t'a proposé, c'est peut-être plus de devenir mentor, finalement. Oui, enfin, pour être clair, comme ça je vais être clair, tu vas bien nous aiguiller. Souvent, le coaching, on le voit, parce qu'il y a beaucoup de choses comme tout, dans tout business, il y a des pyramides. Et j'en ai même fait un épisode avec... je mettrai le lien un épisode sur le coaching, comment se vendre, un petit peu. Et c'est vrai que souvent, les gens viennent au coaching, on va en parler maintenant, parce qu'ils entendent que certains gagnent bien leur vie. Parce quand on a une bonne notoriété, quand ça marche très bien, on peut marger, parce que c'est un peu comme l'infoprenariat, hein, il n'y a pas un prix fixe qui est fixé par l'Argus, on va dire. Et donc, on peut avoir donc des clientèles haut de gamme, et avoir un lifestyle qui est plutôt pas mal. Et certains le prennent dans l'autre sens, commencent par l'argent, au lieu de se dire que voilà, il faut rendre service aux gens, il faut vraiment avoir peut-être la pédagogie, ouais, si ça se dit, ouais, la pédagogie du coach et certaines qualités. Pas juste se dire, bon, j'ai un peu de notoriété, je vais aller prendre de l'argent, je vais aller coacher des gens et l'argent va venir plus rapidement. Voilà. C'était peut-être comme ça qu'on m'avait conseillé. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mal pris aussi. Ouais, effectivement, c'est des positionnements différents parce qu'on voit des coachs qui réussissent et pour qui ça marche bien, ça marche bien et ça marche bien du coup aussi. Et je pense que c'est vrai dans n'importe quelle activité de prestation de service qui consiste à vendre son expertise. À partir du moment où t'es pas dans le cadre d'un métier, une profession réglementée où les tarifs sont plafonnés. Il est assez rapidement facile de faire du haut de gamme. Donc c'est quelque chose qui est relativement à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire de vendre ses prestations packagées assez cher. Quoique assez cher, c'est très relatif en fonction des services qui sont proposés et surtout ce que la personne projette sur assez cher. Mais effectivement, ça peut faire rêver. Simplement, ce qu'on oublie de voir souvent quand on voit ces parcours de gens qui ont très bien réussi, c'est tout le chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Par où ils ont commencé, s'ils devaient recommencer, qu'est-ce qu'ils feraient différemment. C'est ça qui est intéressant, d'aller s'inspirer de leurs débuts. Et très souvent, ils vont partager leurs erreurs. Ils vont raconter qu'ils auront fait l'erreur de vouloir parler à tout le monde et que progressivement, ils ont découvert que, en travaillant vraiment sur leur identité personnelle, en sachant bien qui ils sont, il est beaucoup plus facile d'aller se présenter au monde comme ça avec son identité sans chercher à faire du copier-coller de quelqu'un d'autre parce que c'est là en général où on se plante. Donc oser être qui on est avec toute son unicité et puis ensuite adopter effectivement cette posture dont tu parles qui est une posture de service qui consiste vraiment à se mettre au service d'une population, d'un type de personnes pour les aider à transformer leur vie, à aller d'un point A à un point B, le point A étant je suis là aujourd'hui et j'en veux plus, et le point B étant c'est là que je veux aller, c'est la destination, comment je fais pour y aller. Et là c'est le rôle du coach, à mon avis haut de gamme, qui est capable de placer les étapes à parcourir pour aller de ce point A à ce point B. Alors qu'un coach lambda qui vendrait par exemple ses prestations à l'heure, il va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir cette grande image de tout le chemin à parcourir et d'amener son client à chacune des étapes. Parce que si on se voit qu'une heure, on a un petit problème à résoudre et à la fin de la séance, normalement, on l'a résolu. Alors que quand on prend une vision globale, on s'attaque à un vrai problème de fond. Ça demande un peu plus de temps, mais au moins, on sait qu'on a balayé tout ce qu'il y avait sur le chemin pour se diriger vers ce point B tant convoité. Quand tu dis donc de vision long terme à l'opposé des 1 heure, c'est que tu prends un client et tu lui dis que tu vas le suivre pendant 6 mois, 1 an, c'est ça? Ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 10 séances en une semaine, hein, peu importe. Mais c'est l'idée de suivi intensif avec des paliers, des étapes à franchir qu'on connaît parce qu'on les a déjà traversées ou on les a suffisamment observées pour savoir que toute personne qui veut aller de ce point A à ce point B, en général, elle traverse ces étapes-là. Et ça demande de l'expérience et de l'expertise. Donc, dans ton livre, tu précises, et là tu l'as dit un petit peu, c'est vrai que la différence par rapport à d'autres business, c'est que le coach,
son business, c'est sa marque, c'est lui en fin de compte. Sa personnalité, ça reste son business. Tu peux pas le dissocier. Donc comment ça, tu t'aides les gens ou tu conseillerais les gens donc pour créer une belle marque entre parenthèses, et comment arriver à bien se vendre, parce que il y a des coachs comme on a dit, il y en a plein partout, et le but c'est quand même d'avoir son unicité comme tu as dit aussi. Comment on fait pour bien faire les démarches et avancer et pouvoir créer une belle activité? Effectivement, c'est une des techniques qui est celle d'adopter le personal branding, donc de vraiment construire une marque forte autour de l'identité du coach principal ou du dirigeant. Il y a d'autres techniques, il est possible de pas forcément axer sa communication sur la personne. On peut trouver d'autres angles d'approche. Nous, c'est celui qu'on a choisi de présenter dans ce livre Je deviens coach, qui est l'approche du personal branding et qui donc considère que le développement personnel de l'indépendant, du chef d'entreprise, conditionne le développement professionnel de son activité. Et que plus on sera libre à titre personnel d'être complètement qui on est, de s'exprimer, d'avoir des idées parfois un peu en décalage avec ce qui se fait dans les courants mainstream, plus il sera facile de développer une image de marque forte. Mais ça implique de travailler beaucoup, beaucoup et en amont sur soi-même, sur qui on est, quelle est l'image qu'on veut renvoyer, quels sont nos talents naturels, quelles sont nos forces, quels sont les archétypes qu'on peut incarner à travers l'exercice de cette activité. C'est un travail qui se fait tout au long de la vie, qui évolue, parce que l'activité, elle va évoluer en fonction de la personne aussi. Donc il peut se faire et se refaire régulièrement, mais qui vaut vraiment le coup d'être fait parce qu'une fois qu'il est fait, il sert de fondation vraiment à tout ce qui est communication et marketing. Tout est construit autour de ça. D'accord. Donc pour encore aller plus profond, parce que les gens doivent se dire mais comment on devient coach, comment on trouve sa place sur le marché, comment on se positionne, et surtout le plus important, parce que comme tout business, si on n'a pas de clients, on n'a pas de business. Donc comment est-ce qu'on va dans son réseau personnel, est-ce qu'on fait de la prospection sur LinkedIn, est-ce qu'on se fait d'abord coacher pour ensuite peut-être récupérer des clients, enfin je sais pas, comment on fait pour trouver ses premiers clients? Alors, moi, je pense que si on n'a aucune expérience de l'entrepreneuriat, trouver ses clients, ça demande de se former un minimum à ce qu'on a appelé donc ces compétences entrepreneuriales, qui consistent notamment à savoir se vendre. Mais avant d'aller faire de la prospection, d'aller sur LinkedIn ou d'appeler tout notre réseau, il me paraît très important de faire un travail en off, d'introspection, pour poser des fondations solides et savoir notamment très précisément quel est le type de problématique qu'on est capable d'aider à résoudre, comment on le fait nous différemment de ce qui existe déjà sur le marché, et comment je package tout ça pour que ça réponde vraiment aux besoins de mes clients, et pas créer tout ça dans ma tête tout seul en disant c'est ça dont ils ont besoin, mais d'aller vraiment à la rencontre de son marché, et c'est ça le marketing, c'est aller à la rencontre de son marché pour avoir des conversations, pour vraiment parler avec des vrais gens, de leurs vrais problèmes, avec leurs mots. Et une fois qu'on a fait ça suffisamment, qu'on connaît suffisamment les personnes à qui on s'adresse, c'est beaucoup plus facile d'aller leur parler à plus grande échelle avec des posts sur les réseaux sociaux ou des messages un peu au hasard, pas tant que ça finalement, puisqu'on sait quelle est la personne et qu'elle connaît probablement la problématique qu'on est capable de résoudre. Donc c'est une démarche qui se prépare et qui, à mon avis, ne s'improvise pas au risque de perdre pas mal de temps et d'énergie et soit de revenir à son ancien job, soit de finir par décider de se faire accompagner par quelqu'un qui a ses compétences, qui peut les partager et qui peut nous amener à tirer le meilleur de nous-mêmes sans copier-coller ces stratégies et se les approprier sans réfléchir, mais au contraire qui nous fait des propositions et qui, en fonction de qui on est, peut dire voilà, cette stratégie elle sera peut-être plus adaptée à toi, et en plus on peut encore l'affiner pour que ça colle vraiment. Moi je vais pas dire à tout le monde de faire des vidéos s'ils sont vraiment pas à l'aise en vidéo, par exemple. Non, c'est mieux le podcast. Le podcast c'est super quand on a une bonne voix, qu'on est à l'aise. Il y a des gens qui préfèrent écrire, il y a des gens qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux, qui veulent faire que du présentiel, et ça doit être pris en compte. C'est pas en prenant n'importe quel livre de marketing, de techniques de marketing, et en faisant du copier-coller qu'on va y arriver. C'est vraiment en réfléchissant à la stratégie qui dépasse largement la technique, en réfléchissant à cette stratégie pour qu'elle soit alignée, encore une fois, avec qui on est.
Moi, j'ai souvent entendu, mais surtout dans des podcasts anglo-saxons, et des coachs qui disaient que souvent, quand ils ont débuté, ils se testaient entre parenthèses sur 2-3 personnes qui sont entre parenthèses leurs clients, enfin leur avatar, et qui leur faisaient du coaching gratuit au début pour apprendre le métier, pour savoir ce que la personne va répondre, se tester un petit peu, et ensuite, souvent même quand ça marchait, les gens demandaient, parce qu'ils avaient un genre de petit manque, demandaient de payer, parce qu'ils ont tellement donné aux 2-3 clients qu'ils ont servi, eux, dans tous les cas, vont les recommander. Et ensuite, quand les gens veulent continuer à évoluer, si une personne gratuitement lui a fait passer de 100 000 par exemple à 300 000 euros de chiffre d'affaires, elle va se dire, tant qu'à faire, là je vais peut-être payer passer encore à 1 million, on sait jamais. Enfin, c'est l'exemple. Est-ce que toi, c'est des choses que tu conseilles, des techniques comme ça, ou des choses que tu conseilles? C'est des choses que je conseille. Encore une fois, ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi et de là où elle en est. Mais en tout cas, je lui conseillerais, c'est sûr, d'adopter cette posture de service qui est celle de donner avant de recevoir, de comprendre vraiment la problématique de la personne qu'on a en face pour pouvoir l'aider à répondre au mieux à ses besoins. Et le fait, effectivement, en tout début d'activité, de tester ce qu'on a imaginé en situation réelle avec des gens qui nous sont plus ou moins proches, ça permet déjà de gagner en confiance parce que c'est beaucoup plus facile de se sentir légitime quand on a déjà fait les choses une fois que quand on les a jamais fait. Ça permet d'avoir des retours, donc de progresser aussi en compétences. Et puis ça permet d'avoir peut-être des témoignages aussi de gens qui sont satisfaits et pourquoi pas même d'avoir des gens qui proposent spontanément de payer, ce qui montrera bien la valeur de ce qu'on leur a apporté. Donc c'est une bonne méthode pour se lancer, je trouve, ouais, si on est prêt à se mettre au service de ces personnes-là gratuitement et sincèrement, parce que c'est ça aussi, la sincérité de la démarche est pour moi importante dans ce genre de prestations, parce que sinon assez rapidement, de toute façon, la personne en face va le sentir. Comme on parlait un peu donc là de finances, quels sont donc je crois que tu en as parlé un peu, mais les différents modèles économiques qu'on peut y avoir dedans, parce que j'ai l'impression comme tu as dit, il y a différents types de coach et de coaching. Donc est-ce que il y a un modèle économique parfait ou il y en a 2-3 qui ressortent comme ça pour aiguiller ceux qui sont intéressés? Alors, il n'y a pas de modèle économique parfait dans l'absolu. Ça va encore dépendre de l'individualité de chacun. Les modèles économiques dans le coaching, il y en a plusieurs. Il y a par exemple de vendre ses séances à l'heure, ou bien de les vendre au forfait, ou bien de proposer des offres en individuel, en groupe, en présentiel, en ligne. Il y a plein de choses possibles en fait, et il n'y en a aucun qui est parfait. Si on est quelqu'un qui aime bien passer du temps chez soi et qu'on sait que quand on a plus de 3 personnes au téléphone par jour, ça nous épuise, le modèle économique le plus pertinent, ça sera probablement des séances individuelles à distance. Par contre, si on sait qu'on prend notre énergie en étant devant un public, en pouvant montrer un peu qui on est dans tous les volets, en faisant peut-être, je sais pas, le clown ou quelque chose comme ça, et qu'on sait que c'est ça qui nous nourrit, là, du coup, l'accompagnement de groupe, les conférences, les ateliers, ça sera peut-être plus à privilégier pour ce type de personnes-là. Donc, il n'y a pas de modèle économique prédéfini. En revanche, se poser la question de c'est quoi mon modèle économique, comment je gagne mon argent, combien j'ai besoin d'avoir de clients par mois pour arriver au seuil qui me paraît raisonnable pour me rémunérer, c'est des questions qu'il est important de se poser. Et quand on a beaucoup de difficultés à fixer ses tarifs et à trouver un modèle économique qui nous correspond, je crois qu'il est vraiment important d'aller travailler sur sa relation à l'argent et voir tout ce qu'on projette dessus, parce qu'en soi l'argent est neutre, mais on vit à une époque où chacun a des projections sur l'argent qui peuvent freiner le développement de l'activité aussi. Donc je pense qu'un entrepreneur, à un moment ou à un autre, qu'il soit coach ou autre, il va avoir besoin de se confronter à son histoire familiale et ses croyances qui peuvent être limitantes par rapport à l'argent. Et donc par rapport à ce que tu viens de dire, comment tu les aides à fixer leur prix, ou comment tu leur conseilles de fixer leur prix? Alors, il y a plein de techniques différentes pour fixer ses prix. Moi, celle que j'aime bien utiliser, surtout en lancement d'activité, c'est OK, combien tu veux gagner par mois, combien tu veux avoir net sur ton compte en banque perso chaque mois, et de prendre ce montant et de faire tout le cheminement inverse, c'est-à dire OK, sur ce montant-là, donc tu vas payer tant d'impôts, donc il faut que tu gagnes tant. Pour gagner tant, si tu vends 100 € de l'heure, il faut que tu aies vendu X heures d'accompagnement dans le mois. Est-ce que ça te paraît faisable ou pas? Je prends un exemple. J'avais une cliente qui me disait qu'elle veut gagner 10 000 € par mois, mais elle voulait vendre des e-books à 10 €.
Donc je lui dis, bon bah voilà, si tu veux gagner 10 000 euros par mois avec des e-books à 10 euros, il faut que tu en vendes 1000 par mois. Est-ce que tu te rends compte de l'effort marketing et commercial qu'il faut faire pour ça? Et donc elle se disait que oui, c'était peut-être pas forcément très rentable. Puis elle est passée à un autre modèle économique où là, d'un coup, il y avait un accompagnement à 1000 euros par mois. Donc là, elle avait plus que 10 clients à trouver par mois. Alors certes, c'est des clients un peu plus haut de gamme, mais je suis persuadée qu'il est plus facile de convaincre une personne que 10 personnes. Donc voilà comment on a fixé des tarifs pour elle, pour l'aider à avoir des objectifs réalisables par rapport à ce qu'elle espère gagner. C'est comme ça que moi je fixe les tarifs pour commencer. Après, quand on est plus avancé dans le business, on a des objectifs chiffrés et il y a d'autres façons de calculer quelle est la valeur qu'on apporte à ses clients. Mais dans des domaines d'accompagnement comme ça restera de toute façon toujours subjectif. Donc ça dépend beaucoup de la valeur qu'accorde le client à la problématique qu'il connaît aujourd'hui et la valeur qu'il accorde à la solution qu'on peut lui proposer. C'est quoi pour toi un rédacteur web? C'est quoi une définition pour toi? Un rédacteur web, c'est une personne qui va écrire du contenu donc rédactionnel pour une entreprise. Donc, entreprise par entreprise, on comprend aussi les artisans, les auto-entrepreneurs, les coachs, les professions libérales, tout. Et aussi les grandes entreprises. Donc, le rédacteur web va écrire le contenu rédactionnel des sites web et pourquoi pas aussi, ça arrive, les plaquettes de présentation, les newsletters, un peu de community management si la personne est graphiste ou travaille avec un graphiste. Donc, tout ce qui est contenu rédactionnel et identité éditoriale, eh bien, le rédacteur web peut s'en occuper. Donc, il écrit, il est finalement la voix ou la plume. Il est finalement la voix ou la plume de son client. Donc, le vrai rédacteur web va vraiment s'imprégner de tout l'univers du client, de comprendre ses valeurs, comprendre le ton qu'il utilise. Est-ce qu'il est plutôt dans l'humour? Est-ce qu'il est très sérieux, corporate? Et donc, à partir de tous ces éléments et bien sûr d'une excellente formation, bien sûr, il va écrire tous les contenus pour les sites web, les blogs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui écrit à votre place pour valoriser votre marque et pourquoi pas pour les rédacteurs web SEO, améliorer le référencement sur Google. Donc, tu as bien précisé qu'il faut pas juste être rédacteur, parce qu'il y en a plein qui se disent, j'entends souvent sur Internet et ailleurs, qu'ils adorent écrire, mais il faut, en plus d'avoir écrit, avoir des compétences, comme tu le disais, avant même que tu sois entrepreneuse plutôt. Tu avais des compétences en community management, tu étais intéressé par d'autres choses, ce qui fait que c'est par d'autres choses, ce qui fait que ça t'a peut-être aidé un peu plus. Tu n'étais pas juste une rédactrice web, tu faisais autre chose autour, en fait. Tu pouvais proposer d'autres services. Moi, depuis toujours, j'étais vraiment une geek. Quand j'étais ado, je démontais les ordinateurs, j'achetais des morceaux, puces, je fabriquais j'ouvrais, c'était l'époque des tours que tu as peut-être connu. Oui, j'ai connu. Oui, donc j'ai fait des sites en HTML au début. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça c'est sûr. Et après, j'aimais bien aussi les réseaux sociaux. J'aime bien voir comment réagissent les gens. J'aime bien aussi la psychologie. Donc, ça aide. Et après, j'ai toujours eu à l'école des très bonnes notes en français. Ça a toujours été mon point fort. C'est pour ça aussi que j'avais fait FLE. Et j'adore aussi tout ce qui est pédagogie, enseignement. Bon, ça, c'est pour le côté formatrice. Mais en tout cas, je suis sûre que ça m'a aidée dans mes débuts en rédaction web. Les qualités d'un bon rédacteur web? Le bon rédacteur web, donc déjà, il doit être bon en orthographe, style, mais il y a d'autres choses qu'on dit moins, c'est qu'il doit réussir à avoir une pensée assez structurée. Il doit être capable de tenir un fil conducteur, de tenir le lecteur en haleine avec, si possible, des phrases courtes. Il doit avoir un vocabulaire riche, savoir utiliser très facilement les synonymes, tout le champ lexical d'un mot. Et puis ensuite, il doit être très curieux et empathique, puisqu'il faut vraiment se plonger dans l'univers du client pour réussir à vraiment écrire à sa place. Donc ça, on peut pas...
Un bon rédacteur web ne travaille pas dans la superficialité. Tu es obligé d'aller dans le fond des choses, quitte à faire écrire à sa place. Donc ça, on peut pas. Un bon rédacteur web ne travaille pas dans la superficialité. Tu es obligé d'aller dans le fond des choses, quitte à faire des rendez-vous Skype avec ton client, vraiment le comprendre, l'écouter pour faire des bons textes. Et pareil pour l'univers de l'entreprise. Donc ça, c'est des qualités que tout le monde n'a pas. Après, il faut aussi être bon, avoir un bon relationnel, puisque quand tu es rédacteur web freelance, tu gères ton entreprise. Donc si tu es désagréable avec les clients, c'est mort. Et avoir une bonne organisation, puisqu'après, tous les mois, il faut que tu fasses tes déclarations, tes factures, tes calculs, je sais plus ce que c'est en France, URSSAF et compagnie. C'est ça, je sais pas, j'ai jamais travaillé en Non, non, France. enfin, c'est tout ce qui est administratif, donc oui, ce qui est logique. Donc c'est la Oui, partie voilà. entrepreneuriale. D'accord. Donc oui, bon, moi c'est sûr, je pourrais pas être rédacteur, à part la partie à la fin empathie, certaines choses. Pourtant j'ai un blog, mais bon, j'ai fait quand même. Et donc une personne qui a pas ces compétences, est-ce qu'elle peut apprendre, parce que tu fais une formation, est-ce qu'elle peut apprendre ses compétences, ou vaut mieux quand même avoir un minimum de base, comme surtout, enfin je pense ceux qui écoutent, pensent à l'orthographe bien sûr, la syntaxe et certaines choses comme ça, où quand tu fais la formation, tu vas, comment dirais-je, tu vas t'améliorer en orthographe, ou c'est vraiment une base plutôt pour le contenu? Pour moi, c'est un prérequis. Toutes les qualités que je viens d'évoquer, c'est un prérequis. Après, tout ce qui est typographie, donc les fautes de virgule, de point, slash, espace ou pas d'espace, etc., ça, c'est pas trop grave au début. Et surtout, ça s'apprend très facilement puisqu'il y a des règles. Et puis, il suffit d'avoir une fiche de typographie à côté de l'ordinateur et on fait plus les fautes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le moins grave. S'il y a des fautes d'orthographe, de style, de syntaxe, là, c'est grave. S'il y a le mauvais mindset aussi de l'entrepreneur, une personne qui est de nature pessimiste, verre à moitié vide, qui a des tendances, je le dis parce que vraiment, je l'ai tellement vu souvent, des tendances un peu parano, à avoir l'impression que l'univers lui en veut et que le client est méchant et qu'il veut l'arnaquer. C'est pas la peine de démarrer. Il faut vraiment être dans un esprit positif, de partage et d'écoute pour faire ce métier. Donc pour moi, c'est vraiment des prérequis et il faut être curieux pour ne jamais s'ennuyer. Donc c'est des prérequis. La formation, elle dure 6 mois. Elle va pas, c'est pas une potion magique. C'est une formation donc il faut s'investir, exactement comme si vous étiez, je vais pas dire à l'école parce que c'est beaucoup plus fun et agréable de suivre des vidéos et de faire des exercices à partager avec toute la communauté, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il faut suivre sérieusement, faire les exercices pour obtenir un résultat. Parce qu'au début, un rédacteur va peut-être écrire 100 mots dans la journée ou 200 mots et à la fin de la formation, généralement, il va plutôt... Ah ouais. Donc pour ça, il faut s'entraîner. Je suis pas si mauvais que ça, parce que moi, je faisais en général, quand je bloguais, je faisais 3 articles par semaine et je faisais des articles d'environ 2000-3000 mots. Mais il est vrai que les gens qui me disaient, mais il y a plein de fautes. Je dis oui, mais moi je m'en fous, je suis pas un rédacteur web. Donc bon, parenthèse. Donc oui. Oui, tu vois, moi pour les scripts de ma formation, j'écrivais 2000 mots par heure, mais sans mise en page et sans optimisation et sans recherche. Ouais, voilà. Donc c'est bien, c'est ce que je disais indirectement. Mais comment on fait donc pour écrire plus vite? Parce que bon, même si moi maintenant je suis passé, comme je t'ai dit, j'ai écrit un bouquin. Enfin, j'essaie de le finir. Hein, je suis à 30 000 mots, je galère un peu. Super, félicitations. Alors, j'ai pas fini, hein, parce qu'il faut que je double. Mais je le fais un peu à l'écrit et des fois, je le fais à l'oral. Je prends mon micro, je le fais à l'oral. Mais après, bon, il faut se corriger. Est-ce que donc, toi, c'est des choses que tu conseilles pour écrire plus vite ou vraiment, vaut mieux vraiment apprendre à écrire à la main, enfin, naturellement et taper naturellement, on va dire? Moi, ce que je faisais pour écrire plus vite par un cas, donc vraiment le tien, c'est que je préparerais vraiment une structure très très précise avec titre, sous-titre, sous-partie, etc. Et je me mettrai dans un endroit calme devant un papier et je regarderai bien toute la structure en réfléchissant vraiment à ce que je veux mettre dedans, des petites idées, éventuellement prendre des notes. Et après, une fois que je suis bien en forme, parce que ça, c'est très important, et que je suis dans le bon état d'esprit, hop, je me mets devant l'écran. Et là, en fait, c'est un torrent de mots qui arrive parce que c'est très très clair dans ta tête. Si c'est clair dans ta tête, si tu vas très vite. Si par contre tu cherches tes mots, que tu sais pas, que tu reviens en arrière, que tu modifies tes phrases,
c'est là que tu vas perdre énormément de temps et en plus tu vas t'énerver et après tu vas arrêter. La fois d'après tu vas revenir, te relire, te dire que finalement ça allait pas et c'est comme ça qu'on perd du temps. Donc il faut c'est là que tu vas perdre énormément de temps et en plus tu vas t'énerver et après tu vas arrêter. La fois d'après tu vas revenir, te relire, te dire que finalement ça allait pas et c'est comme ça qu'on perd du temps. Donc d'après moi, il faut vraiment avoir une vision globale dans la tête avant de commencer l'écriture de l'article ou de la partie que tu veux rédiger. Ouais, c'est le plan, parce que même moi, quand je faisais à mon époque de blogueur, et même là par rapport au bouquin, c'est vraiment le côté sommaire ou le côté titre. Comme ça, on sait qu'on a déjà les quatre gros titres ou autres. Et ensuite, foncer, ne pas corriger, vraiment mettre le maximum de choses, du brut, on va dire. Et puis ensuite, après, revenir dessus. Et donc, toi, tu conseilles pas d'écrire à l'oral, de prendre un micro pour une personne qui veut devenir rédacteur web. Vaut mieux écrire naturellement à la main et pas prendre de micro. On m'a parlé d'un très bon logiciel qui s'appelle Dragon, je crois. Tout à fait. Dragon, voilà, il y en a plusieurs. Dragon 9 ou Dragon 8, je crois. Comme ça. Une fois qu'il est paramétré, c'est une merveille. Ouais. Après, on n'écrit pas de la même façon qu'on parle. Pour ma part, j'ai déjà testé ce genre de logiciel et je passais tellement de temps à retoucher mes articles et les fautes qu'il avait intégrées ou les non-sens que, en fait, ça me prenait plus de temps que de rédiger directement. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que pour moi ça n'a pas marché que ça marchera pour personne. Toi, si ça te convient. Non, mais je pense que c'est plus pour les personnes qui écrivent. Moi, j'écris moins vite, parce qu'après, je pense que c'est important de taper vite pour pouvoir gagner du temps. Et en plus de ça, donc il faut aussi avoir un bon logiciel. Donc là, tu as parlé de Dragon. Dragon, j'ai toujours pas appris. Moi, je suis sur Google, qui est bien, mais bon, voilà, c'est vrai que des fois, je me relise, mais j'ai pas dit ça. Enfin voilà, donc il faut faire attention, il faut avoir le bon logiciel et bien parler, avoir un bon micro. Si on a un mauvais micro, il va mal comprendre et automatiquement, ça passe. En plus, je parle vite, donc bon. Parenthèse, je pensais que c'était un truc qui était utilisé, mais bon, je pense qu'il vaut mieux, comme tu dis, savoir taper très vite. Et comme ça, il y a pas de recorrection parce qu'il faut savoir taper très vite. Et comme ça, il y a pas de recorrection parce qu'il faut gagner du temps sur la recorrection aussi. C'est ça. Donc, en fait, tu as bien aussi expliqué il faut vraiment avoir un esprit entrepreneurial. Avant de parler un peu de finance et des plateformes pour pouvoir trouver des clients. Donc, toi, est-ce que tu dis que la personne qui a les bonnes qualités à sait écrire, parce que ce que tu as décrit, c'est un peu une personne qui veut écrire un bouquin ou qui veut écrire hors du web. J'ai l'impression que c'est les mêmes compétences, l'orthographe, la syntaxe, avoir des idées, peut-être lire beaucoup de livres pour pouvoir avoir des idées aussi. Mais est-ce que donc cette personne doit automatiquement développer des compétences de vendeur, parce que malheureusement il faut aller sur LinkedIn ou il faut peut-être faire de l'inbound marketing avec son blog. Est-ce que c'est des compétences qu'elle doit avoir ou tu lui dis bon, il faut quand même se lancer même si elle n'a pas ces compétences, les plateformes vont faire le boulot? Le profil en tout cas moi de mes élèves, en fait ils sont pas du tout vendeurs dans l'âme. En fait, ils sont pas du tout vendeurs dans l'âme. Moi non plus, je suis pas du tout. Même si mes parents étaient commerçants, ils ont jamais poussé qui que ce soit à l'achat et j'ai pas été élevée comme ça. Et donc se vendre, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment prostitution, mais vendre ses produits. Alors moi je reprends parce que je viens de la vente et moi en tant qu'entrepreneur, je le répète avec tous ceux qui sont et la plupart de mes invités le disent, si t'es pas bon vendeur, t'es pas un bon entrepreneur. Donc indirectement pour moi, alors là je devrais pas te forcer à dire que c'est bien, mais la vente c'est pas mauvais parce que et en plus quand je parle de la vente, je parle de la vente globale, c'est-à-dire que la vente même marketing. Alors si t'aimes pas la vente, souvent il faut être bon en marketing et donc quand on est bon en rédaction, on doit avoir ce qu'on appelle du contenu pour faire de l'inbound marketing. Ça, c'est de la vente indirecte. Alors, j'aurais dû préciser, ouais. Est-ce que donc tu les conseilles d'avoir un blog pour pouvoir attirer le client ou de créer du contenu sur LinkedIn pour que les gens viennent à eux? Voilà. Moi, je leur conseille plutôt de créer du contenu sur LinkedIn, de partager leur expérience, de pas l'intérêt d'avoir 40 000, parce que c'est ce qu'on va approcher, je pense, blog de rédacteurs web. Déjà, ça engorge vraiment les data centers enfin, moi, j'ai toujours travaillé sans site. Mon blog, je l'ai fait pour la formation, pour la rédaction web et j'utilise que ça. Et je pense que un site LinkedIn, une page LinkedIn ou une page Facebook ou ça suffit ou un profil Malte, ça suffit amplement pour être visible. Et oui, alors au niveau de se vendre, comme tu dis, moi je préfère l'inbound marketing, c'est créer tout un univers qui ramène des clients, mais comme
voilà, il y a tellement de possibilités en fait de trouver des clients sur LinkedIn et en démarchage direct où tu surfes sur le web sur des sujets qui te plaisent. Tu vois que le site est mal fait parce qu'à la fin de la formation, ça te saute de trouver des clients sur LinkedIn et en démarchage direct où tu surfes sur le web sur des sujets qui te plaisent. Tu vois que le site est mal fait parce qu'à la fin de la formation, ça te saute aux yeux. Tu vois que le site est mal fait, tu récupères le nom du responsable éditorial ou de site, tu le contactes et tu proposes tes services. Donc pour ça, t'as pas besoin d'avoir un blog, une chaîne YouTube, un Instagram, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde répète exactement la même chose. Donc après, c'est plutôt une bagarre de SEO entre rédacteurs web, on va dire. Oui, et de qui va publier le plus de citations qu'on a lues 40 fois sur Typiquement, vous avez autre chose à faire, plutôt écrire pour votre client qu'écrire pour vous, on va dire. Mais oui, c'est ça que je... Après, ce qui est bien pour le rédacteur web, c'est que quand il a un site web, du coup, ça lui permet de s'entraîner à tout le côté technique sur Wix ou WordPress. Donc ça, c'est sûr que c'est très chronophage. Et moi, pour ceux qui veulent vraiment devenir rédacteur web, je le conseille pas. Après, s'ils veulent devenir blogueur professionnel ou infopreneur ou autre, évidemment. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Insta jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.